Blumignou, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Nicolas Franck et Frédéric Asbert, les auteurs du livre « Protéger sa santé mentale après la crise », publié aux éditions Odile Jacob. En France, au cours des 4 vagues de la pandémie de Covid-19, 116 000 décès ont été enregistrés et le système de soins a été mis à rude épreuve. Alors que ses conséquences immédiates ont été largement médiatisées, l'impact de la pandémie sur la santé mentale de la population a reçu, elle, beaucoup moins d'attention. Cette crise invisible a profondément affecté le bien-être psychologique de millions de Français, confrontés à un isolement sans précédent, à une anxiété généralisée et à une incertitude continue. Les jeunes, les femmes et les personnes en situation précaire étant ceux qui ont le plus souffert. Les études ont montré une augmentation significative des cas de dépression et d'anxiété au cours de cette période, soulignant une urgence de santé publique souvent sous-estimée. Cependant, cette période a également été un témoignage de la résilience humaine, où de nombreuses personnes ont trouvé des ressources pour faire face à ce défi collectif. Comment l'expérience collective d'une crise met-elle en avant l'importance de la résilience, de la solidarité et de la valorisation des aspects culturels et naturels de la vie ? Comment l'approche globale de la santé, intégrant les dimensions environnementales, animales et humaines, pourrait-elle contribuer à un meilleur avenir ? Et en quoi la réduction de la consommation d'écran et la promotion d'activités physiques et culturelles peuvent-elles influencer positivement notre mode de vie ? Afin de comprendre les répercussions de la pandémie sur la santé mentale et les stratégies pour y faire face, nous accueillons les auteurs du livre « Protéger sa santé mentale après la crise », publié aux éditions Odile Jacob. Le premier invité, le professeur Nicolas Franck, est médecin psychiatre, chef de pôle au centre hospitalier Le Vinatier et enseignant à l'université Claude Bernard de Lyon. Il est également l'auteur des ouvrages « La schizophrénie »,« Entraîner et préserver son cerveau » et « Covid-19 et détresse psychologique », tous parus aux éditions Odile Jacob. Notre deuxième invité, le professeur Frédéric Asbert, médecin psychiatre, docteur en neurosciences et chef de service au centre hospitalier Le Vinatier à Lyon. Il développe des soins en intégrant la nature pour les jeunes adultes atteints de troubles mentaux. Je suis Amal Adol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Nicolas Franck et Frédéric Asbert, bonjour. 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 Alors, ma première question est pour vous, Nicolas. Oui. Nous nous étions rencontrés en 2020 pour discuter de votre ouvrage Covid-19 et détresse psychologique. C'est un bon souvenir pour moi. Partagé. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Écoutez, tout a changé. C'est un monde qui n'est pas le même que celui d'avant. C'est un monde où, finalement, on a conservé une forme de distance entre les individus. On a conservé une forme de, je ne sais pas comment dire, de productivisme passant par des réseaux omniprésents. C'est un monde qui est un peu déprimant, hein. Donc on voit bien le résultat sur la population. Donc c'est pas le même, on n'est pas revenu à l'état antérieur parce qu'on n'a pas vu vraiment la sortie de crise, hein, même si le titre de notre livre est « Protéger sa santé mentale après la crise » ou « les crises », hein, c'était les 2 titres qu'on avait envisagés. En réalité, les crises s'enchaînent, s'entremêlent et on n'est pas vraiment en post-crise. Donc on est dans quelque chose qui reste assez stressant, assez angoissant pour nous tous. Pourquoi avez-vous écrit ce livre à 4 mains ? Alors, je commence, puis je laisserai Frédéric réagir derrière. Écoutez, en fait, dans le livre précédent, qui résultait d'une enquête qu'on avait d'ailleurs faite toutes les deux au printemps 2020, dès le mois de mars 2020, on s'était rendu compte que 2 éléments, parmi d'autres, protégeaient la population. Les contacts sociaux, mais qui à l'époque passaient par les écrans, qui passaient par les réseaux sociaux pour beaucoup, et puis l'accès à la nature. Donc on s'est dit, ça a protégé la population au printemps 2020. Qu'est-ce que ça fait à distance ? Et on a voulu considérer la littérature et de donner notre expérience de psychiatre pour voir, au bout de 3 ans et demi, bientôt 4 ans, où on en était. Moi, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est vrai que je travaille beaucoup avec Nicolas et qui a vraiment un intérêt pour tout ce qui est psychologie positive et ce qui permet de protéger les individus dans quelque chose de positif, plutôt que de se concentrer exclusivement sur les facteurs de risque. Et quand on a échangé autour de ces questions de Covid et en regardant les facteurs de protection, moi, j'ai surtout été frappé par l'importance de la nature et j'avais envie de pouvoir m'associer à Nicolas pour développer ces aspects-là dans le livre et ça a été vraiment un plaisir.
Et oui, et si je peux me permettre de rebondir, en fait, avant, on s'est surtout consacré, on est tous les deux psychiatres, on s'est surtout consacré à aider des gens qui avaient des troubles parfois très importants pour leur permettre d'aller mieux. Mais là, cette crise, elle nous a permis de toucher toute la population. Parce que toute la population a vu son bien-être altéré, toute la population a pris conscience que la santé mentale était une dimension de sa santé. Et nous, ça nous a amené vers plus de prévention, vers des travaux de santé publique qui n'étaient pas les miens auparavant. Je ne serais pas passé vers la santé publique en partie, et puis à apparenter la santé publique telle que je le fais maintenant depuis mars 2020 s'il n'y avait pas eu cette crise. En fait, ça m'a ouvert des portes pour aider la population à prévenir une dégradation éventuelle de sa santé mentale, faciliter l'accès aux soins. Finalement, c'est la santé mentale pour tous, alors que sans ça, je ne serais pas entré dans cet abord de ma spécialité. Alors, dans quelle mesure la crise a-t-elle exacerbé les problèmes de santé mentale existants déjà? Et quels nouveaux troubles ont émergé ou se sont aggravés? Alors, la crise, ça a été vraiment, je pense, une situation quasiment expérimentale. En fait, on n'aurait jamais imaginé faire ça si on l'avait fait intentionnellement. Du jour au lendemain, de façon abrupte, les contacts sociaux ont été rompus, les déplacements physiques ont été rompus. Donc, bien évidemment, ça a eu des impacts majeurs. Et finalement, toutes les populations vulnérables, mais même les moins vulnérables, ont subi un stress majeur. De façon tout à fait logique, un certain nombre de troubles se sont, on va dire, majorés. Je pense les troubles anxieux, les troubles dépressifs. Après, probablement que ça a également un petit peu plus réveillé des troubles un peu plus spécifiques. On en parle d'ailleurs dans notre ouvrage. Je pense notamment à tout ce qui est crainte des maladies. En même temps, il y a vraiment une maladie, il y a de quoi en avoir peur. Et puis, toutes les questions aussi autour de l'écologie et des craintes d'un monde qui pourrait disparaître ou en tout cas être différent, les problématiques d'éco-anxiété. Ça, je pense que c'est des choses qui se sont vraiment majorées pendant cette période-là. Oui, simplement, effectivement, il y a les craintes spécifiques, comme tu le dis bien, et puis il y a le côté spécifique du stress qui est généré par un changement brutal de contexte. Et c'est vrai que c'est l'occasion de rappeler que la genèse des troubles psychiques se fait, quel que soit le trouble, dans le contexte d'une exposition au stress. En fait, maintenant, on explique les troubles psychiatriques, non pas en disant il y a ceux qui sont malades et ceux qui sont pas malades, mais on est tous plus ou moins fragiles, avec des fragilités qui peuvent être particulières à chacun. Et c'est l'exposition au stress qui vient révéler cette fragilité. On appelle ça le modèle vulnérabilité-stress. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de dire aux gens, vous n'êtes pas dans la catégorie des malades, ce qui serait stigmatisant. Vous êtes dans la catégorie, même pas dans la catégorie, on est tous plus ou moins fragiles. Et en fonction de l'intensité du stress, on peut tous finalement avoir des troubles. Et là, on l'a vu au printemps 2020, le stress était tellement important pour tous qu'il y a eu une explosion des troubles anxieux et de la dépression, qui sont les modes d'expression d'une souffrance psychique les plus courants. Mais pour ceux qui sont fragiles du point de vue psychotique, c'était aggravation des symptômes psychotiques. Pour ceux qui sont fragiles dans tel ou tel autre domaine, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, des obsessions, etc., etc. Et puis, ce qui permet aussi de soulager l'anxiété, c'est la consommation de produits. Et il y a eu aussi une augmentation des addictions pendant le confinement, qui peut persister a posteriori. Et puis, dans ces effets liés au stress, je dirais qu'il y a aussi, finalement, le mode d'expression va dépendre un peu de la spécificité des publics et puis de leur âge. Je pense qu'on a tous été frappés par la souffrance des étudiants, la souffrance des plus jeunes. Nos collègues pédopsychiatres nous disent souvent qu'il y a une augmentation massive des consultations, des recours aux urgences, notamment pour des idées suicidaires. Je dirais d'autant plus quand il y a une vulnérabilité, quand on est dans une période sensible de son développement, les effets du stress sont marqués. Quels facteurs peuvent expliquer pourquoi certaines personnes ont bien vécu la pandémie, tandis que d'autres, elles, ont davantage souffert? C'est difficile de répondre de manière univoque à cette question, mais disons que ça dépend peut-être des dispositions dans lesquelles elles se trouvaient à ce moment-là. Ça dépend de leur capacité finalement à recréer un quotidien qui soit satisfaisant pour elles. Il y a des personnes qui sont plus résilientes que d'autres parce que finalement, le fait de se retrouver seule face à elles-mêmes ou en lien avec d'autres personnes à distance leur a convenu à ce moment-là parce qu'elles en avaient besoin. Et il y a d'autres personnes qui sont moins flexibles, qui ont des difficultés de ce point de vue-là, qui sont moins adaptables, et celles-ci, c'est celles qui ont été le plus en difficulté. Mais après, c'est pas les deux seuls facteurs, c'est vraiment quelque chose de complexe, et je crois qu'il faut analyser chaque situation pour ce qu'elle est.
Je rajouterais qu'il y avait aussi des facteurs socio-économiques. Je prends l'exemple, je me rappelle un collègue qui me disait j'ai une maison à la campagne, il y a un grand jardin à côté. Finalement, plutôt que de me stresser, d'aller tout le temps prendre les transports, aller au travail, je fais un peu de télétravail, puis je me pose dans mon jardin, je profite. À côté de ça, on a l'étudiant qui est dans un petit studio et qui enchaîne ses cours en visio, qui décroche et qui est en plus a sa famille qui est loin et a des difficultés à aller lui rendre visite. Voilà, il y a aussi une diversité des situations en fonction du contexte sociologique des personnes. Alors c'est vrai que tu cites les étudiants, mais effectivement, dès le printemps 2020, mais surtout à l'automne 2020, parce que la répétition a été très préjudiciable, on a vu beaucoup d'étudiants venir à notre consultation. Parce qu'en fait, ils se retrouvaient, comme tu l'as dit, à distance, sans le petit boulot qui permettait d'avoir un peu d'argent, mais surtout sans les cours en amphithéâtre qui permettaient d'avoir des contacts sociaux, et puis sans même de perspective pour les examens. Et moi, j'ai vu plein d'étudiants en consultation qui venaient dans ce qu'on appelle le centre d'accueil d'évaluation et d'orientation, qu'on avait créé pour faire un accueil plus facile pour la population, qui n'avaient pas du tout de projection dans l'avenir parce que les examens, on leur avait donné aucune notion de modalité selon lesquelles ils seraient passés, ces examens. Et puis, certains étudiants n'avaient plus de cours du tout. Donc, ils étaient dans un désespoir tout à fait marqué. Et c'est vrai que les jeunes ont été les plus touchés pour ces raisons-là. Et aussi parce que ils sont dans un moment de construction de leur personnalité. Ils sont dans un moment, finalement, qui est assez fragile parce que les choses ne sont pas posées pour eux. Alors que les personnes qui étaient plus âgées étaient les plus victimes du virus, elles ont finalement mieux supporté, du point de vue de leur santé mentale, cette crise. Alors, les écrans sont fréquemment perçus comme nuisibles. Comment ont-ils influencé la santé mentale des individus durant la pandémie ? Durant la pandémie, notre enquête de mars-avril 2020 a bien montré que ça les protégeait, parce que c'était la manière de rester en contact avec les autres. À l'époque, on n'avait pas le choix, donc effectivement, on faisait des réunions familiales ou professionnelles, Zoom, Meet et compagnie. On était sauvés par ça. On était sauvés de l'isolement complet, enfin, du moins pour ceux qui habitaient seuls. Ça nous permettait vraiment de garder des liens, des contacts et de faire des choses qui étaient parfois très belles. Moi, j'ai vu des concerts avec des musiciens, chacun devant sa caméra, même avec un orchestre symphonique à distance. Je me rappelle plus quel DJ faisait des concerts tous les jours à 14h30 avec un succès fou. Il y avait plein de belles choses qui se produisaient. Et puis tous ceux qui faisaient aussi des vidéos de leur intérieur pour les partager avec d'autres, ça créait de la solidarité. Donc c'était bien dans l'instant. Le problème des écrans, c'est quand c'est dans la durée, quand c'est l'unique mode de communication. Donc le problème, c'est la modération avec laquelle on peut les utiliser. Donc là maintenant, moi je souffre qu'il y ait trop de réunions en visio. Je suis content qu'on se voit pour faire ce podcast en vrai, alors que la dernière fois pour le livre précédent, c'était à distance. Tout à fait. Là, je suis content de vous voir et de pouvoir échanger visuellement avec vous et de ne pas avoir de masque en plus, c'est très très bien. Donc voilà, c'est une question de modération, de quantité, et je pense qu'on n'a pas trouvé encore la stabilité. Si vous voulez, il y avait l'avant 2020 où les choses se faisaient plutôt en vrai, la visio était très peu utilisée parce que le matériel n'était pas prêt. Il y a eu 2020 et jusqu'à 2021 où tout était forcément en visio parce qu'on n'avait pas le choix, il a bien fallu s'adapter. Et puis maintenant, il y a le monde d'après qui est en train de se mettre en place progressivement. Les choses ne sont pas stabilisées. Et là, c'est encore insatisfaisant. Moi, je trouve qu'on a vraiment des efforts à faire. Et plus on peut se battre pour avoir des vrais contacts, mieux c'est, me semble-t-il. Je pense aussi qu'à côté de ces effets positifs, parce qu'il y avait vraiment cette opportunité de ne pas se déconnecter du monde, ça a pu créer aussi une habitude d'avoir l'écran comme seule interface avec le monde, et finalement avoir cet objet, je pense au smartphone, en permanence dans la main, ça expose aussi à faire face au flot continuel d'informations négatives, à être sur une utilisation déraisonnée des réseaux sociaux un peu sans but, une forme d'errance numérique. Et ça, aussi, pendant le confinement, un grand nombre des personnes interrogées se plaignaient de ne pas arriver à réguler eux-mêmes leur consommation d'écran. Donc ça, c'est, on va dire, le pendant négatif, c'est que ça a pu induire des comportements qui ensuite deviennent plus difficiles à réguler. Une fois que les choses sont lancées de cette manière-là, là, ça devient une habitude. On a de la satisfaction immédiate, et puis c'est plus difficile de faire des actions construites qui prennent plus de temps, et puis les gens rentrent dans des comportements un peu répétitifs avec des écrans. Oui, puis il y a eu des choses un petit peu particulières qu'on n'aurait pas forcément anticipées. Moi, j'ai vu des burn-out à ce moment-là, parce que les gens, finalement, étaient en télétravail forcément à 100%.
Et ils distinguaient plus les temps privés des temps professionnels et ils passaient leurs soirées, leurs nuits, leurs week-ends à travailler. Et en sortie de confinement, en burn-out. C'était très étonnant, franchement, je ne l'aurais pas anticipé. D'ailleurs, vous mentionnez une étude dans votre livre qui examine les impacts de l'exposition aux écrans sur la structure cérébrale des adolescents. Vous soulignez également que ces effets varient d'un individu à l'autre. De quelle manière les écrans modifient-ils la structure cérébrale et comment expliquez-vous ces différences ? Oui, alors le cerveau est plastique, donc effectivement, plus on utilise une aire de notre cerveau, plus celle-ci va se développer, moins on l'utilise, moins elle va se développer. Donc il ne faut pas forcément en tirer des conclusions anxiogènes pour la population. Ce qui est plus important, je pense, c'est les effets sur les fonctions et sur le ressenti. Et ça, c'est très hétérogène, les résultats des études. Certaines études montrent que l'utilisation des écrans, des jeux vidéo, etc. est anxiogène. D'autres que c'est le contraire, que ça préserve. Certaines études que ça améliore les capacités visio-spatiales. D'autres que ça peut les diminuer. En fait, tout dépend de ce qu'on en fait, tout dépend de l'intensité. Tout dépend de la manière dont on garde un lien avec le monde réel. En fait, c'est surtout ça. C'est une question de gestion globale de son comportement, de ses activités qui compte. Mais il ne faut pas diaboliser les écrans ou ni les vénérer non plus. La réalité, elle est entre les deux. D'une manière générale, Nicolas fait référence à la plasticité cérébrale. Justement, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a la capacité à s'adapter à de très nombreuses situations. Et ce qui pose problème, c'est quand notre cerveau, mais c'est pareil pour notre corps, quand on commence à faire la même chose de manière répétitive. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va faire un geste répétitif, il va avoir des problèmes articulaires à un certain endroit. Quand on commence à ne plus avoir qu'une seule manière de traiter l'information, finalement, on a des difficultés ensuite à la traiter d'autres manières parce que on a l'habitude que tout arrive directement, que il y a qu'à scroller pour avoir l'information d'après et puis faire des recherches plus approfondies, ça devient plus difficile et notre cerveau s'adapte en quelque sorte à ce mode de fonctionnement. Oui, ce qui est important peut-être à dire à nos auditeurs, c'est qu'il faut garder le contrôle, rester acteur et non pas devenir passif dans l'utilisation des écrans, des réseaux. Quand on va chercher l'information, quand on a une démarche active, qu'on va la chercher, qu'on la trouve, pour construire finalement un raisonnement, sa connaissance ou je ne sais quoi encore, là l'utilisation est positive. Quand en revanche on flâne comme ça pendant des minutes, voire des dizaines de minutes ou des heures sans but, et qu'on est soumis à des informations qu'on n'est pas allé chercher activement, là on peut être victime effectivement d'informations négatives qui vont nous stresser. Donc gardons le contrôle, désactivons les notifications, limitons le temps qu'on passe sur les écrans, mettons-nous des règles. J'étais à une session au Congrès français de psychiatrie la samedi après-midi là-dessus, et une personne avec autisme faisait la 3e intervention. Et c'est quelqu'un, il s'appelle Pascal Belanca, je peux le citer puisque c'est public, ce sera d'ailleurs en ligne, accessible librement bientôt, qui a fait un podcast Troubles dans le spectre qui a pas mal de succès, un podcast pour les personnes avec autisme. Lui, il disait qu'il avait mis en place des règles très précises. Pas de portable dans sa chambre à coucher. Je les cite parce que je les ai trouvées très bien. Plusieurs semaines de déconnexion chaque année. Et puis quand il va sur les réseaux, c'est toujours contrôlé. Bon, il a désactivé les notifications, bien évidemment. Mais quand il y va, il met un timer. C'est-à-dire qu'il se dit, je vais rester tant de temps. Et quand c'est fini, il s'arrête. Donc là, c'est peut-être la version un petit peu extrême de la prise de contrôle. Mais j'ai trouvé que c'était des conseils intéressants. Et on voit trop de gens qui passent leur repas avec le smartphone. Plutôt que de parler à la personne qui est en face, ils sont sur les réseaux à faire autre chose. Et finalement, cette autre chose pourrait être décalée. Même si c'est une sollicitation qu'on vient d'avoir, on peut attendre la fin du repas pour le faire. Donc peut-être qu'il faut un petit peu sacraliser certains temps. Le temps du sommeil, pas de réseau. Le matin, ne pas aller voir les informations anxiogènes. Et puis le temps du repas, le préserver. En France, on a toujours dit qu'on avait des repas qui étaient partagés par rapport à d'autres pays où chacun se nourrit quand il le veut, va chercher dans le réfrigérateur. Nous, ce temps-là, il était un petit peu sacré. Et restaurons ça, parce que ça s'est dégradé depuis quelques années quand même. Quel conseil donneriez-vous aux parents dépassés par leurs enfants accros, leurs enfants ou leurs adolescents accros aux écrans ? Ça c'est difficile. Moi je peux en parler. J'ai un enfant qui est accro aux écrans. Il va peut-être écouter le podcast. En tout cas, je lui conseillerais. Mais en général, il veut pas venir parce qu'il sait que je vais parler de lui. Et la session, je l'avais invité au Congrès français de psychiatrie samedi. Il a pas voulu venir. Donc là, peut-être qu'il écoutera ce podcast parce que ça se passe bien et que c'est intéressant et que ça sera en différé. Donc c'est peut-être plus facile pour lui. Donc le conseil, c'est de discuter avec les ados ou les enfants. Enfin, avec les enfants, on peut être plus directif. Ils sont petits, ils vont nous écouter, ils s'en remettent plus facilement aux parents. Mais les ados, par nature, ils s'opposent. Et si on cherche à imposer les choses, ça va pas marcher. Donc je pense qu'il faut plutôt leur expliquer
et avoir une attitude qui sera plus motivante pour qu'ils prennent conscience du danger, s'ils se noient dans les jeux vidéo ou les écrans en général, et puis qu'ils puissent essayer d'avoir d'autres activités alternatives et prendre un peu de contrôle. Enfin, ce que je viens de dire là pour les parents est vrai pour les enfants. Et puis peut-être qu'il faut aussi leur donner l'exemple. Si effectivement, au moment du repas, on est sur le smartphone, on passe son temps à répondre tout de suite, si on a des heures d'ordinateur, enfin trop d'heures d'ordinateur, parce que c'est l'instrument de travail pour tous maintenant. C'est vrai qu'on peut pas s'en passer complètement, mais on peut quand même réguler. Puis on peut leur montrer aussi qu'on va pas flâner dessus pour ne rien faire. On y va pour un motif précis, pour répondre à quelque chose, pour écrire un texte, pour faire quelque chose qui a un but. Mais on ne va pas s'y perdre pendant des heures et des heures. Et après, il y a tout le problème des jeux vidéo en ligne. Alors là, c'est plus compliqué. Je pense qu'à part parler aux copains et avoir une action sur tout le groupe, si on parle qu'à un des enfants qui appartient à un groupe social qui se retrouve dessus, ça va pas marcher. Donc en fait, il faut parler aux copains et avoir une action d'ensemble. Oui, mais je partage les mêmes préoccupations. J'ai moi aussi des enfants petits, des adolescents. J'ai beaucoup d'échanges avec mon fils aussi sur la question des écrans et l'impact sur l'attention, sur la santé mentale. Je pense que c'est important, à mon avis, d'avoir ces discussions avec une certaine pédagogie. Et puis, je partage pleinement cette idée de donner l'exemple, parce que effectivement, on voit beaucoup de parents qui mettent des interdits, tout ça, puis qu'ils sont les premiers à être absorbés par leur smartphone à table. Et ça, c'est difficile, parce que ça veut dire qu'il faut reconnaître que soi-même, on a peut-être des difficultés avec les écrans. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un certain nombre de règles, de moments, là aussi, je pense, à bien baliser, à sacraliser. Alors, il y a un certain nombre d'applications qui permettent aussi de limiter le temps d'écran. Alors, je pense qu'il faut être prudent aussi avec ça, parce que l'idée, c'est que quand on utilise ce genre de choses, il faut qu'on soit dans un échange, dans une concertation avec son enfant. Mais quelquefois, ça peut être aidant de s'accorder. Tu as le droit à autant de minutes, autant d'heures. On en discute ensemble. Et puis, quand le temps est écoulé, voilà, la règle, elle a été dite. On a parlé de son intérêt ensemble. Mais ça peut aussi être quelque chose d'aidant. En fait, je pense que ce que tu dis là, reconnaître qu'on a soi-même des difficultés, c'est important. D'ailleurs, une enquête très récente, je ne me rappelle plus qui l'a faite, montre que 70% des adultes sont inquiets au sujet de leur utilisation d'écran, et 50% s'inquiètent pour leurs enfants. Donc oui, je crois que la première des choses, c'est de dire qu'on est tous un peu débordés. Moi, je suis le premier à le dire. J'aimerais bien couper beaucoup plus radicalement et n'utiliser ça que pour des choses pour lesquelles on n'a pas le choix. Je sais pas, la déclaration d'impôt, des choses comme ça. Mais là, c'est un instrument de travail dans la mesure où on accepte d'être sollicité et on n'a pas trop le choix, parce que du côté aussi bien de l'hôpital que de l'université, tout passe par l'email. Tant que c'est le moyen de communication unique, on est un petit peu coincé. Après, il faudrait qu'on arrive finalement à avoir des modalités différentes et à dire ne passez plus par les emails pour telle ou telle chose, ou quelqu'un répond pour moi. Ça, c'est ce dont je rêve, et j'espère que j'y arriverai d'ici quelques années. Ne m'écrivez plus, c'est inutile, je coupe toute communication par email. Je n'irai que sur les applications qui sont obligatoires à tel moment, mais venez me voir ou passez par telle personne qui me fera part du message. C'est mon rêve, mais j'en suis pas encore là parce que c'est difficile à mettre en place. Ceux d'entre nous qui ont des enfants dont ils souhaitent faire évoluer le comportement doivent adopter une attitude susceptible de leur servir de modèle. S'ils veulent qu'ils réduisent leur temps d'écran, ils ne peuvent pas faire l'économie de diminuer le leur. Il est en effet contradictoire de demander à des enfants qui voient constamment leurs parents devant leur smartphone, leur ordinateur ou la télévision de passer moins de temps devant un écran. Le fait de devoir servir d'exemple protège donc également les parents d'un recours excessif aux écrans. Transformer les temps d'écran en activité collective peut également être très positif. On peut ainsi encourager les enfants à se regrouper devant un écran et à utiliser ce qu'ils voient pour interagir entre eux. Il est important de leur signifier des attentes explicites vis-à-vis du temps qu'ils consacrent aux écrans, celle-ci est en fonction de leur âge. Leur expliquer ce qu'est la cyberdépendance est souvent utile. Il faut également leur indiquer ce qui est attendu en termes de participation à la vie de famille. Il faut être explicite, didactique quant à tous ces points, tout en restant encourageant et ne céder à aucune tendance agressive. La manière dont on traite et dont on perçoit la nature à l'âge adulte dépend de la manière dont on y a été exposé dans l'enfance. Plus un enfant la fréquente, y pratique des activités, y a accès librement, peut y évoluer, jouer, puis il aura la possibilité de le rechercher, de s'en saisir lorsqu'il sera devenu adulte. Nancy M. Wells a publié en 2006 les résultats d'une vaste enquête réalisée dans différents États américains.
Avec ses collaborateurs, elle a interrogé plus de 2000 adultes sur leur sensibilité environnementale. Les questions qui ont été posées portaient sur la fréquence, sur le type de contact qu'ils avaient eu avec la nature durant leur enfance puis à l'âge adulte. Et l'étude a mis en évidence que les contacts précoces, en particulier avec la nature sauvage, dans le cadre d'activités telles que les promenades, les randonnées, le camping, mais aussi la pêche, la chasse, la cueillette, favorisent les attitudes pro-environnementales ultérieures. D'autres travaux ont montré que les enfants apprécient spontanément les environnements naturels davantage que les environnements artificiels. Lorsque cette disposition de base est peu sollicitée, elle a tendance à s'atténuer. Lorsqu'au contraire, elle est stimulée, elle se développe. Frédéric et Nicolas, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi chacun ces extraits ? Moi, j'ai choisi ce petit extrait sur les écrans parce qu'il me semble qu'effectivement, ça occupe une grande partie de notre existence maintenant. Tout passe par les écrans. Au travail, on ne fait pas l'économie d'y passer de nombreuses heures par jour. Les réunions se font sur écran. Les échanges écrits se font sur écran. Dans la vie privée, on en a parlé un petit peu avant. Nos enfants passent un temps fou entre eux à jouer sur des jeux vidéo en ligne. C'est plus tellement la télévision maintenant qui est à la mode. C'est plutôt le recours à des activités interactives. Mais néanmoins, c'est inquiétant parce que quand on passe plusieurs heures par jour à faire des jeux vidéo, on n'est pas à voir ses copains, à jouer au ballon ou à faire quelque chose avec de vraies interactions. Donc ça interroge. Et je pense qu'il est important que tout le monde ait conscience qu'une dérive peut aller vers un appauvrissement. Et que si on pratique cette activité-là, il faut un petit peu la cadrer. Enfin, chacun doit la cadrer pour soi. L'enfant doit la cadrer pour ce qui le concerne. Et les parents doivent y faire attention, doivent alerter. Frédéric ? J'ai choisi ce passage. Alors, c'est vrai que dans l'écriture de ce livre, ça m'a permis de réaliser à quel point la manière dont on se saisit de nos environnements naturels va impacter sur l'effet de la nature sur la santé mentale. Et disons que ça nécessite un sentiment d'être connecté, une connaissance des environnements. Et spontanément, ces choses-là, je me suis dit, c'est des choses qui se développent dans l'enfance. Et c'est vrai que j'ai voulu rechercher des travaux qui valorisaient ces questions-là, et j'ai été frappé par ces données qui montrent que quand on a finalement une éducation autour de l'environnement, quand on inculque aux enfants cette propension à aller vers les environnements, finalement, ça se développe ensuite dans le futur et on poursuit à l'âge adulte. Alors ça me fait penser à deux choses, à deux conséquences positives. C'est d'une part, peut-être que les enfants auxquels on a appris ça vont avoir plus de facilité à protéger leur santé mentale en s'appuyant sur la nature. Et puis peut-être aussi que s'ils ont conscience de l'intérêt de notre environnement, ils auront peut-être beaucoup plus tendance à le protéger. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de crucial maintenant pour nous, pour notre survie, pour notre futur, de protéger notre environnement. Alors, que conseillez-vous aux adultes qui n'ont pas été exposés à la nature durant leur enfance ? Oui, bien entendu, les bienfaits de la nature sont beaucoup plus marqués quand on se concentre sur la période de l'enfance, mais ça ne veut pas dire que par la suite, les choses ne sont pas plastiques. On a la chance d'avoir une plasticité de notre comportement tout au long de notre vie. Et finalement, l'éducation à la nature, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire chez les adultes. C'est toute une pédagogie sociale, à mon avis, qui peut être faite en valorisant les bienfaits, même finalement quand la sédentarité s'est déjà installée. C'est aussi valoriser ça dans les discours de prévention, de santé publique. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a marché pour aller, je sais pas, vaquer à ses occupations, aller à son travail. Il y a toujours la possibilité de choisir ses trajets un peu différemment, de prendre le temps de se déconnecter, de regarder ce qu'il y a autour de soi. Je pense que cette reprise de contact avec la nature, elle est toujours possible, quelle que soit son histoire.
Alors, vous soulignez dans le livre que l'effet de la nature sur la santé dépend du type et des caractéristiques de l'exposition elle-même. Comment agir pour bénéficier des bienfaits de la nature ? Alors, bien sûr, il y a des éléments qui sont liés à la nature elle-même. Ce qui ressort, c'est globalement, plus il y a de diversité dans la nature, meilleur sera l'effet. Diversité au niveau des plantes, au niveau de la faune. Donc ça, c'est pas forcément l'individu lui-même qui peut gérer ça. Mais il y a le sentiment de connexion, qui est quelque chose de très important. Et donc probablement que plutôt que simplement y transiter, s'y intéresser, comprendre quel est le système naturel qu'on a autour de soi, comprendre quelles sont les interactions, pourquoi cet arbre pousse à cet endroit, pourquoi tel animal aime bien la proximité de telle végétation. Ça fait prendre conscience de la complexité d'un système. Et finalement, cette prise de conscience, ça permet de finalement laisser notre esprit s'absorber dans cette complexité. Et a priori, surtout ces effets-là, c'est ce type de contact au niveau psychologique qui entraîne les meilleurs bienfaits. Donc il faut s'immerger, se laisser fasciner et comprendre la complexité. Très concrètement, je pense que chacun peut s'interroger sur le nombre de contacts qu'il peut avoir avec la nature, aménager son emploi du temps pour en avoir le plus possible au cours de la semaine. Ça veut dire se dire, là, je vais aller à pied, je vais traverser un espace vert plutôt que de prendre soit sa voiture, le pire, soit les transports en commun. Ça veut dire organiser une promenade avec ses enfants si on en a. Ça veut dire aller s'allonger, je sais pas quoi, au soleil quand c'est le printemps, l'été ou l'automne qui fait encore chaud. Avec le réchauffement, c'est plus facile. Donc c'est vraiment intégrer l'idée d'avoir des contacts avec la nature dans son emploi du temps hebdomadaire. Je pense que si chacun se pose cette question-là, pour soi et pour ses proches, on peut attendre des bénéfices immédiats. À titre d'illustration, dans mon quotidien, je travaille beaucoup sur 2 sites qui sont à l'extérieur de l'hôpital. Et j'ai plusieurs possibilités pour aller de l'un à l'autre. Et il y en a une où il y a une coulée verte, comme on dit. Il y a des oiseaux, le bruit de la circulation est atténué. Et je me rends compte que quand je passe par ce chemin-là, j'arrive auprès de mes collègues beaucoup plus détendu. Et je pense que après, ça dépend de l'organisation de chacun et des contraintes de chacun, mais il y a toujours moyen d'insérer une forme de pause nature. Et globalement, ce qui a été montré en termes de temps, c'est que pour pouvoir être bénéfique, il faudrait 2 heures d'exposition par semaine. Et puis ensuite, en fonction, les bénéfices sont croissants en fonction de la durée, et globalement jusque 5 heures d'exposition. Après ça plafonne un petit peu, mais si on insère dans ces trajets un peu de nature, une petite pause dans un parc au déjeuner, puis on y rajoute peut-être une balade le week-end, déjà on a une dose nature qui a toutes les chances d'avoir un effet sur notre santé. Et puis, autre bénéfice, finalement, les trajets sont plus une perte de temps dans ce système-là. C'est rentable. Comment avez-vous introduit effectivement l'aspect nature dans la prise en charge de vos patients ? Comment est-ce venu à vous ? Alors, on commence à le valoriser auprès des patients. Ça, je pense que c'est un premier point. À conseiller alors ça va avec d'autres conseils, notamment de marcher, parce que finalement, pour s'exposer à la nature, il faut marcher. Donc, plus que la simple exposition visuelle, on a aussi de l'activité physique. Et globalement, moi, ce que je conseille aux patients, c'est d'inclure, même quand ils viennent en consultation, de la marche et d'identifier dans leur environnement proche les endroits plus arborés, les parcs. Voilà. Ça, c'est une première chose qui est plutôt dans le quotidien, allant parfois jusqu'à presque une prescription de nature. Alors ça, c'est aussi des projets qu'on a en cours en ce moment, comme on peut prescrire l'activité physique, probablement qu'on peut aussi prescrire la nature. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va étudier dans le cadre d'un projet à Lyon. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a des thérapies assistées par la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place
dans le service universitaire de réhabilitation, avec des temps répétés d'exposition dans plusieurs parcs de la ville de Lyon, où on va aider les patients à tirer le meilleur bénéfice de la nature en travaillant sur l'éducation du regard, sur des exercices de respiration dans la nature, des exercices d'écoute. Et donc ça, on fait plusieurs séances. Et puis, parallèlement à ces séances, à chaque fois, on va avoir des échanges avec les patients sur comment, dans leur quotidien, ils peuvent aussi insérer des pauses nature. Parce que parfois, effectivement, simplement avoir ces échanges sur le quotidien, c'est pas suffisant et on a besoin vraiment de le promouvoir dans une thérapie assistée par des soignants. Alors, vous faites partie des psychiatres nouvelle génération, augmentés, j'ai envie de dire. Et pourtant pas si virtuel que ça, monter vers la nature. Comment la société et comment accompagner effectivement la formation des psychiatres dans cette ouverture aux pratiques, on va dire, qui sont complémentaires et pas forcément enseignées, en tout cas aujourd'hui, dans le cadre des cursus universitaires pour les psychiatres d'aujourd'hui et de demain? En réalité, la formation des psychiatres évolue au jour le jour. Moi, je suis coordonnateur du DES de psychiatrie de Lyon. C'est moi qui suis responsable de la formation à Lyon. Frédéric a travaillé avec moi pendant 4 ans. Maintenant, c'est Romain Ray qui est coordonnateur adjoint. Et on a modernisé l'enseignement, mais très radicalement, dès 2019, quand on a commencé à travailler ensemble. Et pour vous citer un exemple, parmi les choses un petit peu plus modernes, ça sort un petit peu du champ du podcast, mais j'en parle quand même. Par exemple, il y a des journées de formation qui sont dispensées par des personnes concernées par les troubles. Elles sont organisées et dispensées, et ces personnes concernées par les troubles, c'est ce qu'on appelle des pères aidants. C'est des gens qui ont eu des troubles mentaux, en général sévères, qui se sont rétablis, qui se sont formés, qui ont eu un diplôme, et qui après intègrent les équipes de soins. Ces personnes-là apportent beaucoup parce qu'elles ont l'expérience du rétablissement. Eh bien, elles conçoivent des journées de cours et elles les dispensent pour nos étudiants. Donc effectivement, pour ce qui concerne la nature, on va prévoir des enseignements. Il y en a déjà d'ailleurs quelques-uns, mais on va les systématiser un petit peu plus. Des enseignements sur la partie non médicamenteuse, qui va prendre de plus en plus d'importance, cette partie non médicamenteuse. Et dedans, il y aura la question de l'exposition à la nature. Parce qu'en fait, on va vers un enseignement de la psychiatrie qui n'est plus qu'un enseignement concernant la prise en charge des troubles, mais aussi sur les déterminants primaires de santé mentale. Maintenant, on essaye vraiment d'être du côté de la prévention. Et s'exposer à la nature, c'est prévenir l'aggravation des troubles, c'est prévenir même l'entrée dans les troubles, grâce à des facteurs qui nous protègent. De quels troubles parle-t-on, là, en l'occurrence ? Alors, tous les troubles, en fait, si vous voulez, la santé mentale, il faut la voir comme une dimension de notre santé qu'on peut regarder comme un continuum. À gauche, le parfait bien-être, à droite, le parfait mal-être, avec les troubles mentaux sévères. Il y a plusieurs seuils entre le bien-être et le mal-être. Un premier seuil, c'est quand on sort du bien-être. Un deuxième seuil, c'est quand on passe d'un certain mal-être qui est pas bien caractérisé, qui se définit peut-être par une irritabilité, par un sentiment de pas être en pleine possession de ses moyens, de pas être satisfait de sa vie, etc., etc. Quand on sort de ça, qu'on franchit ce seuil-là, on passe sur des troubles constitués. Si vous voulez, pour reprendre, un premier seuil entre le bien-être et le mal-être, un deuxième seuil entre le mal-être et des troubles courants. Ces troubles courants, ça va être anxiété et dépression. Et puis il y a un autre seuil, un troisième seuil, entre les troubles courants et les troubles plus sévères. Donc, vous voyez, la santé mentale, on peut la voir comme quelque chose qui peut se préserver et avec un franchissement des seuils qui peut se faire dans les deux sens. Si on est stressé, on va vers la droite, on passe du bien-être au mal-être, du mal-être aux troubles et des troubles courants aux troubles plus sévères. Mais si on est moins exposé au stress, et toute personne est capable de se protéger du stress, y compris ceux qui ont les troubles les plus sévères, en fait, la fragilité va moins s'exprimer. Pour les personnes les moins fragiles, elles vont revenir vers le bien-être le plus complet. Mais pour des personnes qui sont fragiles, par exemple à des manifestations psychotiques ou à des troubles dépressifs sévères, elles vont pouvoir sortir de ça. Et elles vont pouvoir aller beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle le rétablissement. Donc cette manière de voir les choses dans le contexte d'un modèle vulnérabilité-stress, c'est non seulement déstigmatisant, parce qu'on partage tous une certaine fragilité, plus ou moins intense, mais on peut aussi tous se protéger. Donc c'est comme ça qu'on enseigne la psychiatrie maintenant, vous voyez. Alors on a parlé effectivement de la formation. Pardon, vous vouliez intervenir, Frédéric ? Oui, je voulais un peu rebondir et renforcer les propos de Nicolas. C'est vrai que je pense que la psychiatrie est en train de se transformer, elle doit encore se transformer sur ces questions de continuum, santé mentale, psychiatrie. Dans d'autres champs, c'est assez évident.
Par exemple, si on prend l'endocrinologie, la cardiologie, c'est assez clair aujourd'hui qu'il y a un continuum entre le surpoids, l'obésité, la question des dysrégulations glycémiques ou du métabolisme des lipides dans le cadre du syndrome métabolique, et puis après le diabète. Et je pense que la population générale a bien en tête que bien manger, faire de l'activité physique, c'est quelque chose qui pourra les protéger des pathologies cardiovasculaires, éviter de consommer du tabac. Et aujourd'hui, même si on commence à bien connaître les facteurs de risque et les facteurs de protection en santé mentale, je suis pas sûr qu'ils soient très clairs dans la population générale. Donc je pense que là, on a vraiment un rôle d'information et de promotion d'une santé mentale positive pour aider la population à connaître les attitudes qui leur permettent de cultiver justement un mieux-être et pas tomber dans le mal-être et potentiellement après dans des troubles psychiatriques. Donc ça, c'est toute une stratégie déjà de formation des psychiatres, parce que les psychiatres ont un rôle dans finalement la promotion de la santé. Ils vont avoir un rôle de leadership, d'enseignement, je pense, dans la question, tout comme les cardiologues jouent ce rôle-là sur les attitudes positives en santé pour éviter les pathologies cardiovasculaires. Mais plus largement, c'est toute une transformation de la société. C'est probablement quelque chose qui devrait être présent dans les écoles, les collèges, dans les entreprises, quelque chose de beaucoup plus large. Alors, comment êtes-vous chacun devenu médecin psychiatre ? Et pourquoi ? Ça, moi j'avais un intérêt pour l'esprit humain qui vient de mes cours de philosophie, en fait, en terminale. Après, quand je suis allé en médecine, j'avais ça en tête. C'est quelque chose qui m'intéressait, mais je voulais pas décider trop tôt. Mon stage de psychiatrie, c'était en 1990, je crois. J'étais externe en 4e année de médecine. Ça m'a beaucoup intéressé, mais d'autres stages aussi. Donc j'ai hésité, puis j'ai finalement choisi psychiatrie à l'internat. C'était mon premier choix, et j'ai pas regretté du tout, parce que effectivement, comprendre comment fonctionne l'être humain, comment il appréhende son environnement, ses relations sociales, et comment une dégradation peut se produire, et comment on peut protéger les gens de cette dégradation, les en faire sortir. C'est quelque chose qui reste très fascinant, parce que c'est un métier où il y a de très belles rencontres également, avec des gens qu'on peut mieux comprendre et qu'on peut aider avec plein de manières. Et c'est vraiment une spécialité extrêmement riche à l'interface de plein d'autres disciplines. Parce que c'est une spécialité médicale, certes, mais à l'interface des neurosciences, des sciences cognitives, des sciences humaines, de la santé publique, de l'épidémiologie. Enfin, il y a plein de manières d'aborder ça, et ça donne vraiment une richesse extrêmement importante. Donc, le fait d'avoir un métier riche, c'est quand même satisfaisant pour soi. Et puis, c'est un métier dont on ne cerne pas complètement tous les aspects. C'est une spécialité encore en développement. C'est pas fini, parce qu'il y a de nouvelles manières, finalement, d'aider les gens. Il y a de nouvelles manières de comprendre les gens qui se font jour au fur et à mesure, au fil du temps. Donc, quelque chose, un choix ancien et que je ne regrette pas. Frédéric ? Oui, alors, je pense que c'est assez proche comme réponse. Et d'ailleurs, je me dis, c'est marrant, on n'a jamais eu l'occasion de parler de ça, mais je pense que je pourrais faire une réponse qui est relativement proche. Je dirais que ça s'est construit assez tôt, je dirais au lycée peut-être, dans finalement une période où je m'intéressais de façon assez large à la fois la littérature, la philosophie, mais aussi la biologie, la physique. Enfin, il y avait plusieurs matières, et donc ça a déjà été le choix de faire médecine finalement, parce que ça me semblait être un métier où on avait cette possibilité d'intégrer ces différents champs. Et puis en médecine, là, je dirais que la question de la psychiatrie est devenue un peu plus évidente, parce que justement c'était la discipline qui me paraissait pouvoir concilier un peu tous ces intérêts-là. Et puis j'ai eu la chance aussi de faire un stage en psychiatrie où j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés par la philosophie et les sciences humaines, des gens qui étaient passionnés par les neurosciences. Donc je me rendais compte que je prendrais plaisir à étudier ces différents champs. Et puis ce qui m'a définitivement convaincu, c'est la rencontre avec les malades, et de réaliser que
finalement, avec les outils que j'avais à disposition en psychiatrie, que la psychiatrie avait à disposition, on avait les moyens de les aider beaucoup. On rencontrait des personnes qui avaient des souffrances très importantes avec des moyens relativement efficaces. Alors, on a souvent, j'entends régulièrement un discours un peu fataliste et pas toujours très positif sur la psychiatrie. Non, je pense que on n'a pas à rougir par rapport à d'autres branches de la médecine. On a des thérapeutiques efficaces, on a des stratégies de prévention efficaces. On peut considérablement changer la vie des gens dans un sens positif. Et ça, c'est très satisfaisant. Et ça, je ne me lasse pas de cette satisfaction. En quoi croyez-vous ? Je crois en l'homme, je crois en sa faculté de résilience, en son investissement au bénéfice du monde, même si tout dépend en faveur de cette croyance. Je crois que ce qui est positif finit toujours par dominer et gagner du terrain, puis finalement l'emporter. Donc, je crois en l'homme. Frédéric ? Oui, bien sûr, je crois aussi en l'homme et en la science et en la capacité de l'homme à utiliser positivement la science pour son bénéfice et le bénéfice plus généralement de la planète. Je dirais que c'est peut-être le dernier point qui est pas forcément tout à fait immédiat, puisque dans un premier temps, la propension de l'homme est peut-être plus d'utiliser ses compétences pour l'exploitation, on va dire, de la planète. Mais je pense aujourd'hui qu'il y a une bascule et que justement l'homme se rend compte que s'il doit faire évoluer les choses, il ne peut considérer les choses que de manière globale. Et donc, il peut plus se centrer exclusivement que sur lui, parce que sinon ce sera à son détriment. Et donc, je crois en l'intelligence de l'homme qui, à mon sens, est capable d'opérer ce virage et d'avancer pour son bien, et le bien collectif et le bien de la planète. Nicolas, qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'inspire, ce qui m'émeut, c'est la beauté. Je suis sensible à tout ce qui est beau, que ce soit du côté artistique ou de la nature. Là, on a beaucoup parlé de la nature. Je peux passer du temps devant un beau paysage, essayer de m'immerger dedans, comme je peux passer du temps face aux fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, même s'il y a plein de monde autour, avec des rappels à l'ordre du service d'ordre en permanence. Mais c'est quand même tellement beau qu'on peut s'y immerger pendant des heures. Et j'aime l'architecture, j'aime la peinture, j'aime la musique. Et puis j'aime les situations où on partage quelque chose avec les autres. Donc effectivement, quand on peut concilier les deux, c'est encore mieux. Frédéric, qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, ce qui m'inspire beaucoup de choses, j'ai beaucoup parlé de la nature dans ce livre, et c'est vrai que ça m'inspire vraiment au quotidien, sa capacité à finalement elle-même toujours évoluer, se réinventer, être résiliente. Je suis toujours fasciné par le fait que quand on protège des espaces, finalement on peut avoir à nouveau des explosions de vie, et ça donne beaucoup d'espoir. Ensuite, je dirais également la musique. J'écoute beaucoup de musique et ça me fait m'évader, réfléchir. Voilà, ça me donne de l'énergie pour avancer. Qu'est-ce qui vous effraie, Nicolas, aujourd'hui ? Ce qui m'effraie, c'est une mauvaise exploitation de la planète mercantile. Ce qui m'effraie, c'est l'absence de prise de conscience des écueils, des périls auxquels l'humanité est soumise. C'est une certaine forme d'aveuglement, et puis tous les conflits qu'on peut constater, où chacun tire la couverture à soi et où on s'entretue. Donc ça effectivement, ça m'effraie, et j'espère qu'on ira vers plus de fraternité à l'avenir. Frédéric ? Oui, ce qui m'effraie, c'est cette capacité qu'on a malheureusement à se détruire nous-mêmes, à détruire les autres, à détruire notre environnement. Ce qui m'effraie aussi parfois, c'est la montée de certaines positions ou discours extrêmes, avec une agressivité ambiante parfois assez importante. Donc effectivement, quand j'entends des choses comme ça a tendance à me faire un petit peu peur, mais pour contrebalancer, je vois aussi que beaucoup de gens ont des discours porteurs d'espoir, on s'investisse dans des actions positives, voir qu'il y a toujours de la solidarité. Donc ça me rassure face à ces différentes peurs.
Bon, en dehors de la nature, qui vous fait du bien à tous les deux, qu'est-ce qui vous fait particulièrement du bien, Nicolas? Des temps d'échange, des moments apaisés, le fait de pas être soumis à une pression de productivité, le fait de pouvoir prendre un peu de recul finalement par rapport à tout ça et se projeter dans l'avenir. Frédéric? Oui, alors ça peut être de façon très immédiate, des choses assez simples comme faire de l'activité physique, des activités entre amis ou souvent le week-end je fais un footing avec des amis et voilà, c'est des choses qui me font beaucoup de bien, les temps de partage sociaux aussi, et puis passer du temps à m'ouvrir, à découvrir sans cesse des nouvelles choses, des nouveaux horizons par le biais des voyages, de la culture. Alors, votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien quand vous êtes stressé ou anxieux? C'est simple, ça va se terminer. Ça aura une fin et après, ce sera différent. Frédéric? Ça se rapproche. Je dis toujours que quelque chose de meilleur finira toujours par arriver. Et que même si il y a un moment un peu difficile, je sais que des moments meilleurs, ça existe et que à chaque fois que des choses difficiles se sont présentées, j'en ai toujours vécu des meilleurs. Donc voilà. Eh bien, merci Nicolas et merci Frédéric. Merci Amal. L'expérience collective d'une crise met en avant l'importance des comportements favorisant la résilience, la solidarité et la valorisation des aspects culturels et naturels de la vie. À l'instar de nos invités d'aujourd'hui, souhaitons que la société évoluera vers une organisation plus solidaire, culturellement riche et écologique, malgré les défis économiques. Nicolas Franck et Frédéric Asbert proposent des pistes pour mieux vivre après la crise, telles que la réduction de la consommation d'écran, la promotion des activités physiques et culturelles et un regain d'intérêt pour l'écologie. Ils encouragent une approche globale de la santé, intégrant les dimensions environnementales, animales et humaines. En conclusion, ils appellent à une prise de conscience collective et à notre responsabilité pour repenser notre mode de vie dans son ensemble, ouvrant ainsi des perspectives plus positives pour les générations futures. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bluemenew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références et je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!